Aujourd'hui, on va se plonger dans la vie d'un homme qui a littéralement redessiné la carte politique de sa région. On parle de Gilbert Graeusselvat. C'est une figure, honnêtement, un peu méconnue du grand public, mais absolument incontournable si on veut comprendre les dynamiques régionales du XXe siècle. Né en 1922, mort en 1994, il est tout simplement considéré par les historiens comme le grand fondateur du catalanisme politique en Catalogne du Nord. Alors comment on passe d'un simple citoyen à un véritable pionnier politique? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Allez, c'est parti. Pour bien comprendre son parcours, on va suivre 4 grandes étapes. D'abord, les origines de son engagement, ensuite son grand tournant politique, puis la création de son parti, l'ARC, et on terminera sur sa vision ultime, l'idéal fédéraliste européen. Première partie donc, les origines du mouvement. Qu'est-ce qui a servi de déclic? Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut qu'on pose les bases. Le catalanisme politique, c'est quoi exactement? Eh bien, c'est tout simplement un mouvement qui cherche la reconnaissance politique, l'autonomie ou carrément l'indépendance des territoires de langue et de culture catalane. Gardez bien ça en tête parce que c'est vraiment la clé de voûte pour comprendre tout le reste de notre histoire. Alors, tout commence en 1922 avec la naissance de Grau à Elne, dans le Roussillon. Mais le vrai basculement, le moment qui va tout changer pour lui, ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Entre 1943 et 1945, il est envoyé de force en Haute-Silésie pour le fameux STO, le service du travail obligatoire. C'est une expérience profondément traumatisante. Et c'est là, loin de chez lui, que se forge un sentiment très fort, celui d'appartenir à un peuple opprimé. Au début, attention, ce n'est pas du tout un engagement politique. Ça passe d'abord par l'art. En 1958, avec son frère Roger, il crée une troupe de théâtre populaire qui s'appelle Pirène. C'était vraiment leur façon à eux de préserver l'identité catalane, par la culture. Ce qui nous amène à notre deuxième chapitre, le tournant politique des années 60, l'évolution de sa pensée. Parce qu'au début des années 60, l'action purement culturelle, ça commence à montrer ses limites. Grau et son cercle proche, comme Joseph Deloncle, passent à la vitesse supérieure. Et ce qui est vraiment fascinant ici, c'est leur approche lors du référendum de 1962. Il monte un comité plus ou moins clandestin et glisse un mémorandum directement destiné au général de Gaulle. La formulation est hyper subtile. Il s'adresse au chef de l'État avec respect, en parlant des grands ensembles européens, mais sans jamais exiger une rupture brutale avec la France ou l'Espagne. C'est présenté comme un appel impartiel à une union régionale fraternelle. Très habile. On avance de 4 ans. 1966. Là, c'est l'émergence d'un projet de bulletin en catalan appelé El Fédéral. Alors ce bulletin n'a jamais vraiment vu le jour par manque de financement, mais idéologiquement, c'est une pépite. Le texte fondateur parlait déjà de résoudre les problèmes de demain en dépassant les luttes de classe. L'objectif clair, c'était de faire en sorte que les minorités nationales gardent leur identité propre au sein d'une grande Europe fédérée. Pour l'époque, c'est une vision incroyablement en avance sur son temps en matière de représentation des minorités. Et la même année, on franchit un vrai cap rhétorique. Grau publie un manifeste sous l'égide d'un parti d'ailleurs purement théorique, le Parti nationaliste catalan, section Roussillon. Et ce manifeste pose une question on ne peut plus directe, que vous voyez ici, pourquoi sommes-nous nationalistes catalans? Et la réponse qu'il y apporte est passionnée. Le texte justifie ce nationalisme comme une réaction directe à l'histoire. Il pointe du doigt la partition de la Catalogne suite au fameux traité des Pyrénées de 1659. Le document s'appuie sur une rhétorique très anticoloniale et très hostile à l'État central, dénonçant ce qu'il présente historiquement comme une ingérence institutionnelle et un pillage économique de la région. Et c'est ça qui illustre brillamment la mécanique intellectuelle de l'auteur, le texte ne reste pas coincé dans les griefs du passé. Il s'en sert comme tremplin. Regardez la suite. L'objectif, c'est de s'intégrer dans une Europe régionalisée, plus juste, plus fraternelle. Il ne s'agit pas du tout de se refermer sur soi-même, mais au contraire, de trouver sa place dans un projet européen vaste et moderne. On arrive au chapitre 3. C'est le moment de concrétiser les choses avec la création de l'Arc-Tout, le tout premier parti. On bascule dans les années 70. Fini les manifestes théoriques, on passe à l'action, sur le terrain. En juin 1972, l'Acció Regionalista Catalana, ou l'ARC, voit officiellement le jour. Historiquement parlant, c'est le tout premier parti politique catalaniste en Catalogne du Nord. Alors comment il se positionne? Eh bien de façon très pragmatique et souvent perçu comme étant de droite, ce qui le démarque totalement des mouvements marxistes de l'époque. Son but, ce n'est pas la révolution. L'idée, c'est de travailler avec les lois françaises existantes pour obtenir un statut particulier pour le Roussillon, tout en défendant fermement les intérêts économiques locaux. Le baptême du feu électoral arrive très vite, aux législatives de 1973. Et là, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le résultat est très modeste.
Gras et son suppléant récoltent un peu plus de 2% des voix, soit environ 1583 votes. Mais il ne faut surtout pas s'arrêter à ce score brut. Malgré ces chiffres, Gras s'impose publiquement comme un orateur exceptionnel. Il était connu pour parler simplement, avec une grande clarté et avec une absence totale de démagogie. Ça forçait le respect. Ce qui nous amène à notre dernier chapitre, l'idéal fédéraliste européen, ou comment voir beaucoup, beaucoup plus grand. Pour bien comprendre la suite, on doit faire un petit détour par l'EFP, le Parti fédéraliste européen. C'est une organisation internationale fondée dans les années 50 par l'Autrichien Otto Molden. Leur mission audacieuse, bâtir une Europe unie et fédérale en s'appuyant sur des sections nationales par-delà les frontières rigides des États. Forcément, une structure pareille, ça a fait écho chez Gros et ça a capté toute son attention. Et regardons comment ça construit la suite. Après le congrès de Vérone en 1973, c'est le virage à 180 degrés. On abandonne le régionalisme pragmatique de l'ARC, qui travaillait avec les lois françaises, pour créer le PFC, le Parti fédéraliste européen de Catalogne. Le contraste est total. Ce nouveau mouvement se définit comme libéral-humaniste et revendique désormais ouvertement l'indépendance ainsi que la réunification des 5 régions catalanes. Tout ça intégré dans cette fameuse Europe fédérale. Concrètement, sur le terrain, le PSCF marque les esprits pour plusieurs raisons. Déjà, c'est le tout premier parti politique à utiliser, noir sur blanc, l'expression « Països catalans », les pays catalans dans sa dénomination. Ensuite, il décroche un statut international hyper prestigieux. L'EFP le reconnaît comme le seul représentant légitime de la totalité des pays catalans en son sein. Grau noue des liens intellectuels très forts avec des dirigeants européens, lance une revue politique appelée Tramuntana. Bref, le mouvement n'est plus du tout confiné au local, il est assis à la table de l'Europe intellectuelle. Donc, le point crucial à retenir, c'est cette espèce de colonne vertébrale idéologique, cette feuille de route en 3 étapes que Grau va défendre sans relâche jusqu'à sa mort en 1994. 1. L'indépendance. 2. La réunification des territoires. Et 3. La reconnaissance sur la scène internationale via une fédération européenne. C'est un schéma intellectuel absolu qui connecte le destin culturel d'une petite région à la mécanique d'un gigantesque ensemble supranational. Et vers la fin de son parcours, par exemple lors des manifestations de 1980, Grau reste totalement fidèle à sa ligne anti-jacobine. Il continue de militer pour une large autonomie et dénonce avec vigueur ce que les archives d'époque appellent une situation coloniale. Mais, fait très intéressant à rapporter par les sources, il admet aussi avec beaucoup de lucidité que sa vision et ses méthodes commencent à se décaler par rapport aux attentes de la nouvelle génération de jeunes militants qui émergent. Et c'est là-dessus qu'on va se quitter, avec cette réflexion finale qui donne vraiment matière à penser. Comment est-ce qu'un traumatisme de guerre et une simple troupe de théâtre locale ont pu se métamorphoser en un véritable plan géopolitique pour un continent tout entier? L'évolution de Gilbert Gros, ce passage du micro au macro, illustre de manière spectaculaire toute la complexité des mouvements régionalistes du XXe siècle. C'est une page d'histoire fascinante qui, au fond, soulève des questions profondes sur la place de nos identités locales sur l'échiquier mondial. Une dynamique qui continue, encore aujourd'hui, de faire vibrer les débats. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Ça donne envie de creuser encore plus, non?